Colonel, vous nous recevez aujourd'hui à l'espace muséal des troupes jurassiennes à Saint-Imier, dont vous êtes le promoteur. Alors, comment est né ce projet? La région est bien fournie en musées, mais pas en musées militaires. Donc, si vous prenez Porrentruy, Delémont, Moutier, Saint-Imier, La Neuville, Bienne, les musées sont extrêmement bien achalandés, mais pas militaires. Et avec mon équipe restreinte, et M. Levesque, M. Weber, M. Keller, depuis plusieurs années, on a senti la nécessité de créer un espace où les troupes jurassiennes étaient présentées. Donc, on a fait plusieurs analyses de sites, et finalement, on a décidé de le faire ici à Saint-Imier. Donc, raison pour laquelle vous êtes là et je suis là aujourd'hui. Avec grand plaisir. Et vous avez également participé à la rédaction ou à l'édition de nombreux ouvrages sur les troupes jurassiennes. Vous pouvez nous en parler? Alors, je suis concepteur, mais mauvais écrivain. Donc, votre rôle dans ces ouvrages? C'est de convaincre mes camarades écrivains, dont M. Hervé ici présent, qu'il y avait la nécessité, malgré les plus de 100 livres que vous avez derrière vous de l'histoire des troupes jurassiennes ou régionales, de une fois compléter l'assortiment de livres par les 4 que M. Levesque va vous expliquer. Donc, et on a trouvé ensemble des auteurs, on a trouvé ensemble le financement, et le premier livre est sorti l'année passée au mois de juin, sauf erreur, et c'est un succès sur le plan des ventes. Alors ici, c'est l'histoire de la défense du territoire jurassien qui prend corps. Que représente-t-elle à vos yeux? Alors ce n'est pas seulement la défense du territoire jurassien, c'est la défense du territoire suisse. Parce que durant toutes ces mobilisations, en particulier celle de 14-18, respectivement 39-45, c'était le gros de l'armée suisse qui était chez nous, en particulier 14-18. Et donc, on a eu la chance d'avoir des archives, respectivement, des collectionneurs qui avaient un matériel exceptionnel, et surtout de savoir de quoi il s'agit et qu'est-ce qui s'est passé. Et on a utilisé toute cette documentation pour avoir un espace muséal extrêmement attractif. Alors, vous nous faites une visite guidée? Avec un honneur, je vous fais une visite guidée. Et je vous souhaite la bienvenue dans l'espace muséal des troupes jurassiennes à Saint-Imier. Donc cet espace est l'image des troupes jurassiennes du nord et du sud, où depuis toujours les soldats se sont frottés l'épiderme dans le sens positif, et l'armée a montré que malgré la constitution de la République catholique du Jura, qu'on est resté unis. Voilà. Alors aux uniformes. Ici, donc, il y en a 29 depuis 1350 à 1995, et ils sont conformes, c'est unique en Suisse. Et nous avons voulu que ce soit des uniformes de soldats. Alors, je vous en prendrai en passant ici. L'albardier de 1476, c'est la tenue qu'avaient nos soldats quand ils ont été à Blamont frictionner l'épiderme des troupes à M. Charles le Téméraire. Donc ici, vous voyez, ils avaient des albardes, et c'était plutôt des bourgeois locaux qui avaient un uniforme reconnaissable. Et vous voyez déjà sur l'épaule, il y avait l'écusson de la République de l'évêché de Bâle. Ici, vous avez devant vous toutes les milices du prince-évêque, la Neuville, Porrentruy, Moutier, Grandval, Delémont et Bienne. Et au milieu, il y a le régiment d'Eptingue. Le régiment d'Eptingue, c'est celui-ci en rouge, c'est le 12e et dernier régiment suisse au service du roi de France, qui a été constitué en 1758 et dissous aussi, comme tous les autres régiments, en 1792. De ce côté ici, comme je l'ai dit avant, de 1792 jusqu'en 1814, nous sommes français. Il y a la conscription et le gros de nos troupes sont incorporés dans le 61e régiment d'infanterie de ligne, qui a participé à la grande bataille de Russie de 1812, et comme pour les régiments suisses, le 90% sont morts, en particulier à la Bérésina.
Ensuite, on avance dans le temps. En 1815, on devient suisse et bernois. Et nos troupes sont des contingents de la milice bernoise. Vous en avez ici deux exemples. Et celui de 1820 et de 1830. Et en 1848, avec la première constitution fédérale, les troupes deviennent armée fédérale. Et ici, vous en avez trois. Et c'était quelque chose de très important sur le plan de la formation, de l'uniforme et des écoles. Nous avons, nous, les troupes jurassiennes, la chance d'avoir le général Guisan dans son grade de major qui commandait le bataillon fusilier 24, qu'il considérait comme le bataillon de la Goutte. Et ensuite, il a commandé le régiment d'infanterie 9 avec son grade de lieutenant-colonel, en particulier dans le service d'ordre de 1919 à Zurich, où la Confédération avait engagé 2 régiments, dont le nôtre. Donc c'est une grande preuve de confiance que les fédéraux avaient de nos troupes jurassiennes. Ici, c'est bien entendu les troupes fédérales. Hein. Vous avez ici depuis le fusilier 1900 jusqu'au 1995, une évolution de l'armement respectivement de l'équipement, de l'uniforme. Et le gros, c'est du bataillon 21, 22, 24, et aussi momentanément, on a eu le 23 avec nous, qui était un bataillon Laufanais de langue allemande qui est parti après au régiment 4 avec le 110 de chez nous. Donc ici, de nouveau, c'est que des soldats, c'est absolument conforme et c'est unique. Donc au point de vue exposition. Nous avons le vélo, nous avons une SCF, une dame, puisque nous voulions avoir une dame. Nous avons les tringlots, nous avons les dragons, le tambour, les troupes 95 avec les uniformes et l'armement actuel. Donc tout ça est disponible et visible d'une façon exceptionnelle. Alors devant nous, nous sommes ici dans la salle des drapeaux. Devant nous, vous avez le drapeau du bataillon fusilier 24, qui a été commandé, comme je l'ai dit avant, par le général Guisan. Et à droite, le fanion de la brigade. Et ici, de ce côté-là, un bataillon frontière 221 qui a été un bataillon engagé, créé en 1938 et dissous à la fin de 1900 à la brigade frontière 3. Dans les tiroirs, il y a 60 drapeaux et fanions extrêmement bien conservés de nos troupes jurassiennes ici. Loin de moi l'envie de porter l'attention sur votre âge. Pour moi, il n'est pas question de galanterie, mais simplement de respect. Justement, ce respect s'impose d'autant plus face à une carrière militaire comme la vôtre. Et c'est en cela que je voudrais souligner vos faits d'armes. Vous êtes devenu commandant de compagnie en 1967, colonel depuis 1988, et tout cela à côté d'une brillante carrière dans le civil. Quel était votre moteur pour tout ça? Alors, je réponds à la question non posée. J'ai passé le cap des 80 ans. Professionnellement, j'ai 58 ans dans le métier d'horloger, dont 51 années dans cette magnifique usine Longines que j'ai pilotée depuis 1988 jusqu'à 2020. Et la volonté était de rester dans cette usine et non pas de répondre positivement aux multiples offres que j'ai reçues. C'est le point 1. Et d'en faire une marque leader, disons, de notre industrie horlogère suisse, parmi les leaders. Maintenant, sur le plan militaire, j'ai rempli mes obligations dans l'infanterie, disons, où c'est des troupes régionales, un mixte extraordinaire de soldats que vous voyez aussi comme chef ou bien comme subordonné dans vos activités civiles. Et de fur et à mesure, j'ai aussi eu la chance d'avoir des patrons, des propriétaires qui m'ont laissé le temps de faire tous ces jours militaires. C'était pour moi probablement la meilleure école que j'ai connue. Donc, puisque j'ai finalement fait qu'un certificat d'employé de commerce. Donc, et au fur et à mesure, donc, cette compagnie que j'ai eu 9 ans, ce bataillon que j'ai eu 4 ou 5 ans,
Ce régiment, j'ai eu 46 avant d'avoir le 9, donc j'ai eu pendant 5 ans un régiment, et j'ai fini ma carrière comme, dans le cadre de l'armée 95, comme remplaçant du commandant de division à Colombier, puisque c'était un soi-disant colonel expérimenté qui fonctionnait comme chef, comme sous-chef du commandant de division, et j'ai eu le plaisir d'avoir cette fonction. Donc, cette carrière militaire, complémentaire à la carrière professionnelle que j'ai eue, où j'ai passé, disons, avec mes 29 passeports, probablement la moitié de ma vie à l'étranger, a fait que j'ai eu la chance de connaître des gens exceptionnels, positifs, disponibles, qui sont tous devenus des copains, et que nous nous rencontrons régulièrement, et c'était, je pense, extrêmement positif de cette amitié qu'on a créée dans nos exercices de nuit, dans nos igloos, dans nos tentes, en marchant, disons, etc. Donc une amitié exceptionnelle, et je ne regrette pas un seul jour. Donc c'était, disons, je pense, je l'ai dit plusieurs fois, c'est probablement grâce à mon expérience militaire que j'ai appris un certain nombre de choses qui m'ont permis de piloter mon usine de 800 personnes, et qui est, comme je l'ai dit, parmi les leaders de ce métier. Là, vous avez servi puis commandé le régiment jurassien. Pouvez-vous décrire les caractéristiques, les qualités de ces unités? Alors, le régiment jurassien donc, a été créé en 1912, initialement avec 3 bataillons, le 21 qui est le sud, donc notre région ici, le 24 qui était à Djoulo, et puis le 22 qui était au milieu, disons, Franche-Montagne, la vallée de Lébon et consorts. À un moment donné, il y a encore le 23 qui était rajouté, qui était les Lofonnais. Donc, ces troupes ont quand même eu des certificats et des engagements extraordinaires. Si je prends l'exemple, en 1919, les fédéraux ont engagé le régiment 9 commandé à ce temps-là par le colonel Guisan dans les grèves de Zurich. Donc c'était vraiment la confiance qu'ils avaient en ce corps de troupes. Après on a eu aussi où le régiment est allé à Genève dans des conférences de presse, je crois que c'était en 1954, si ma mémoire est exacte. Donc, il y avait une bonne image, je dirais bien. Ensuite, il était bien entendu subdivisé. Le nord était catholique, le sud protestant, et ça depuis la réforme des années 1530. Et le sud était, je dirais, industriel à tendance radicale, et le nord était beaucoup plus conservateur à tendance PDC. Donc, mais sous l'uniforme, on était tous des soldats suisses et répondant aux missions qu'on nous donnait, et qui avaient la chance le soir, quelle que soit son opinion sur la religion et ou la partie politique de cette région qui, en 1979, eut la constitution de la République canton du Jura, donc une exception de soldats qui, malgré leur appartenance religieuse, régionale, politique, séparatiste, pro-bernois, dans une immense majorité, eu du plaisir à être ensemble, même si de temps en temps, on causait de ces sujets un petit peu sensibles. Donc, et militairement, c'était des très bons soldats. Donc, je parle des régiments neufs, disons, des troupes à pied. Hein, disons, on a toujours fait des kilomètres et des kilomètres. On a fait des igloos. Moi, je me rappelle une fois, moins 24, moins 6 dedans. On a fait des bivouacs, donc des moments exceptionnels où on n'était pas spécialisé, elle n'avait pas une image de marque de buveur d'eau. Donc, voilà en quelques mots. Donc, j'ai aucun regret d'avoir fait cette carrière militaire d'officier de milice. Et l'essentiel de mes amis sont militaires en Suisse ou dans
dans le monde entier où j'ai eu la chance de griller mes 29 passeports, si vous voulez. Et que sont devenues les troupes jurassiennes aujourd'hui? Alors, les troupes jurassiennes aujourd'hui, chère madame, c'est une question emmerdante. Ah, bon. Alors, disons, au fur et à mesure de la réorganisation de l'armée, je dis bien les troupes jurassiennes d'infanterie. Hein. Il faut bien, parce qu'après, il y a beaucoup de spécialistes maintenant dans l'armée suisse. Alors, ils ont été à la brigade 2, infanterie 2, à la compagnie 319, où c'est une compagnie où il y a des Neuchâtelois, des Bernois et des Jurassiens. Et ils sont dans cette compagnie, mais 3 cantons. Donc, il y a eu de par les réorganisations de l'armée, 61 c'était le maximum. Après la 95, la 21 et DEVA, ils sont dans ce corps de troupes-là. Disons, régulièrement, je vais les voir, parce que j'en avais quand même pas mal à l'usine qui étaient dans ce corps de troupes-là. Et comme tous les autres régiments, ils ont été dissous, c'est devenu des bataillons. Et puis après, à l'intérieur de ces bataillons, disons, il y a une unité qui regroupe nos soldats, la 319. Donc, mais d'autres soldats jurassiens sont dans les troupes artillerie, ils sont dans les blindés, ils sont dans ces troupes maintenant très sophistiquées d'informaticiens. Donc, mais l'infanterie de base, eh ben, ils sont à la 319, et puis disons maintenant dans la division 2, la division 2, ben, ils sont là, réunis avec les Neuchâtelois, et ils sont restés unis dans la même unité, la 319, les sudistes et les nordistes, si vous voulez. Alors on parlait juste avant de votre carrière civile, votre montée en grade dans le civil et du côté militaire, qui l'un et l'autre en fait sont bien allés ensemble, puisque apparemment votre expérience militaire vous a aidé également dans le civil. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui grader a autant de valeur qu'hier dans notre société? Écoutez, madame, l'évolution des... moi, je vais prendre 2 exemples concrets, si vous voulez. L'exemple le pire qu'on connaisse actuellement, c'est combien d'officiers il reste chez les banquiers. N'est-ce pas? Historiquement, tous les chefs de la banque, c'était des colonels en haut. Et peut-être que cette génération-là faisait moins de conneries que ceux qui étaient en charge récemment dans certaines banques. Donc, hein. Donc, ils avaient un double parcours militaire, mais c'était en général tous des états-majors généraux. Donc, ils avaient, et dans nos usines, disons, il y avait aussi passablement d'officiers, peut-être pas supérieurs, mais des capitaines, des premiers lieutenants, des majors. Donc, ça faisait partie, je pense, du parcours commun. Une dualité entre votre carrière civile et votre carrière et militaire, et les propriétaires ou les dirigeants de ces sociétés n'étaient pas contre quelqu'un à leur service. Et ensuite, il faut reconnaître que les possibilités de dispense actuelles n'avaient rien à voir avec ce que nous avions en notre temps, hein, avec le service civil, le mal de dos, tout ceci fait que le volume des troupiers qui font leur école de rue, après ça descend, parce que ou bien ils font leur service complet d'un coup, ou bien ils vont chez les services civils, qui à mon avis est quand même une voie échappatoire, moi je trouve. Donc on valorise moins finalement les carrières militaires. Je ne veux pas dire qu'on valorise moins, il y en a moins disponibles. Alors, quel regard vous portez sur l'évolution de l'armée depuis votre école de recrues à aujourd'hui? L'évolution de l'armée, elle s'est adaptée à la situation politique mondiale, où il y a eu des phases de désarmement marquantes. Et puis maintenant, disons, vous, dans votre métier, vous savez aussi que les investissements des budgets militaires
des poids lourds de ce monde, qui sont non pas seulement exclusivement les Américains, mais si vous prenez les Chinois, respectivement les Russes, l'investissement qu'ils font veut dire un certain nombre de choses qui n'existaient pas avant. Donc la tendance générale est quand même le réarmement, et il faudra bien qu'on... tout en spécifiant, disons, en confirmant le rôle de l'armée, disons, il faudra bien qu'on renforce certaines activités de notre armée suisse et lui donner les moyens. Voilà. Alors, on entend beaucoup qu'il est possible de ne pas faire son service militaire, on en a parlé juste avant, parce que cela rendrait plus difficile une carrière civile. Aussi, il y a des gens qui ont cette idée-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, si je prends mes 51 ans d'expérience dans le bateau Longines ici en bas, ce que vous dites, je le constate. Si je prends ici les 2 dernières années, on a eu, dans le bled surtout, disons, je dirais pas seulement aux Longines, il y a quand même eu, et c'est une tendance générale qu'on voit dans les sociétés d'officiers, il y a certaines reprises dans les effectifs. Donc, aussi bien dans les sociétés d'officiers jurassiennes que chez nous, il y a des effectifs il y a des nouveaux membres qui viennent, mais ils ne sont pas forcément dans l'infanterie, hein, disons, c'est des troupes sophistiquées, je dirais. La formation militaire a toujours été un plus, ça n'a pas été un handicap, et disons, moi je faisais partie de ceux qui étaient honorés d'avoir des officiers dans mon personnel, si vous voulez. Alors, quel conseil vous pourriez donner à ces jeunes qui s'intéressent maintenant à servir, s'engager, à devenir des cadres militaires? D'être consistants jusqu'au bout. À 20 ans, en principe, ou à 18 ans, en principe, ils ont fini leur formation, disons, la deuxième phase de leur formation, et ils apprennent quand même à l'armée à raisonner sur des éléments qu'on voit de moins en moins dans les activités militaires, à savoir, dans les activités, la notion de faire un effort principal, de ne pas vouloir tout faire, de ne pas se disperser, disons, que vous faisiez une formation comme vous avez fait vous, large, mais à un moment donné, vous devez faire un effort sur où vous vous sentez à l'aise, où vous êtes brillante et où vous avez du succès. Donc, moi, je pense que la tendance générale fait que je peux m'imaginer qu'ils vont un peu réduire les facilités du service civil, être un peu plus attractif avec ceux qui sont... parce que nous avons vu il y a quelques mois le Batcar 1 à la prise du drapeau. Disons, nous qui avons vécu depuis 1961 à l'armée, c'est extraordinaire, c'est tous des volontaires. Disons, nous, on avait des gens qui, à des prises du drapeau, jazzaient derrière, disons, mais là, c'était impressionnant de voir. Mais c'est des gens, je pense que techniquement, ils sont exceptionnels. Dans la tête, c'est positif. Et bon, je pense que les soldats sont exceptionnels. Ce que je regrette un peu, c'est que cette explosion d'officiers dans les états-majors. Pourquoi? Parce que le front, c'est pas l'état-major. Le front, c'est le terrain. Hein? Il y a d'excellents commandants de compagnie, il y a d'excellents chefs de section, mais quand vous comparez les états-majors d'un bataillon il y a disons, en 75, dans les années 70, où on était 5 officiers, le commandant, le sous-chef, et comme ça. Puis au régiment, on était peut-être 9 maintenant, disons. Il faut un quart complet, tellement il y en a. Mais c'est la nouvelle tactique. C'est pas qu'en Suisse, c'est ailleurs que ça se passe aussi. Moi, c'est comme dans mon métier horloger, de chef de marque, j'ai un respect sacré du fantassin qui est dans le terrain.
parce que c'est lui qui fait la différence. C'est comme j'avais un respect sacré et une organisation, disons, de renseignement des chefs, des vendeuses dans les magasins du monde entier, parce qu'elles savent ce qui se passe. Et pas seulement un officier d'état-major qui est devant son écran, là, disons. Moi, je suis pour le fait, ça apporte quelque chose. Et puis, disons, mais quand on voit dans les états-majors maintenant comment est-ce qu'ils sont, et puis toutes les fonctions qu'ils ont, ben je regrette qu'il y en ait autant, c'est tout. Il faut les voir au front. Alors, vous, homme de terrain, ouais. Est-ce que vous auriez, pour terminer, question bonus, elle n'est pas obligatoire celle-là, est-ce que vous auriez des expériences, des anecdotes amusantes, pourquoi pas, à nous raconter? Des igloos à moins 24, dehors, à moins 6 dedans. Mais tout le bataillon, le vieux devant, avec les skis de fond, disons. Des marches d'ici jusqu'à Brévines, disons, où très rapidement, puis on igloo, des bivouacs en hiver, mais le commandant, qu'il soit de bataillon ou de régiment, comprenait aussi que si tu bois trop de Newroll à 40 degrés, après 20 minutes, tu... Donc, lutter contre l'abus... Non. Parce que 1 litre de plus derrière, c'est pas lourd. Hein, donc, les expériences qu'on a fait le vin chaud, ça faisait rien, si vous voulez. Hein? Ensuite, si je prends les igloos, la propreté... Non, parce que le lendemain, tu fais ton thé avec la neige. Okay, donc, respecter les copains, disons, je ne vous parle pas des latrines. Hein, mais ensuite, dans les efforts de marche, où disons, moi j'avais de la chance, j'étais un bon sportif, j'ai des marathons, du ski de fond, la Vasalopette et consorts. Disons, quand je portais 2 sacs, puis 2 flingues, mes soldats, ils se disaient quand même, le vieux, c'est un des nôtres, il marche avec les nôtres. Et moi, c'était ma façon de vivre, c'était de vivre avec eux, comme certains brillants généraux qu'il y a eu ailleurs, parce que c'est avec eux que, bon, il fallait avoir un bon état-major, ok, derrière, mais c'était ma façon de faire au front, voilà. Eh bien, merci beaucoup, colonel von Kessel, pour ce partage. Franchement, on a appris pas mal de choses sur vous, votre carrière, et je pense que ça peut être inspirant aussi pour d'autres. En tout cas, on se rend compte que c'est des souvenirs qui... Madame, je vous dis simplement que c'est le fantassin, c'est l'homme au front qui fait la différence, disons. Si vous regardez un peu ces batailles qu'il y a eu dans le monde, c'est quand même celui qui est devant, qui recule pas, puis qui fout pas le camp en laissant les souillés, etc. Donc, pour moi, c'est ma conception, si vous voulez. Voilà, disons. Je regrette pas un jour. On s'est fendu la gueule 1 ou 2 fois. Ben, on a dormi dehors, on a beaucoup dehors. Mais puis c'est mes meilleurs copains. Voilà. Alors, on va garder ça comme mot de la fin. Vous vous êtes fendu la gueule, et c'est très bien comme ça. Et oui, puis mais fendu la gueule, c'est positif. Mais bien sûr. Les copains, on la rentre ensemble. Voilà. Merci.